Si vous venez donc de nous rejoindre, bienvenue à vous. Votre programme a débuté il y a quelques instants de cela. Notre tout premier invité se nomme Janvier Bonina. Il est expert en économie bancaire et analyste politique. Bonsoir, bienvenue à vous, Monsieur Bonina. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, on va parler avec vous de la dévaluation du franc congolais. C'est comme une sorte de malédiction. Chaque année, le taux de change notamment ne fait que connaître des hausses. Il y a une inflation. Justement, aujourd'hui, on ne sait plus exactement à combien se fait le change, 28 ou 28,5, tout dépend des milieux. Alors, vous, qu'est-ce que ça vous inspire, cette dégringolade, cette hausse récurrente du franc congolais, notamment en tant qu'économiste? Écoutez, vous savez, d'abord en tant qu'économiste, la monnaie, c'est le reflet de la santé économique d'un État. Oui. Alors, ce qui se passe chez nous au Congo, c'est la faiblesse de notre politique économique qui fait que la conséquence, c'est cette inflation généralisée, parce que les gens doivent comprendre c'est quoi l'inflation. L'inflation, c'est la hausse du niveau général des prix des biens et des services qui a pour conséquence la perte du pouvoir d'achat de l'unité monétaire. Et chez nous, je crois que tout le monde a tendance à beaucoup plus comparer le franc congolais avec le dollar, qui reste une unité monétaire de référence à l'international. Et la faiblesse de l'économie dans ce sens que nous avons une économie qui dépend trop de l'extérieur. Parce qu'il faut expliquer au commun des mortels, un espace économique comme la RDC, c'est un espace où nous avons des agents économiques, les ménages, les entreprises, les administrations. Et tous ces éléments-là en interaction provoquent des comportements économiques qui influencent des agrégats. Ce qu'on appelle souvent, on parle du cadre macroéconomique. C'est-à-dire, en résumé, le Congo doit pouvoir, pour s'enrichir, il doit pouvoir produire plus et exporter plus qu'il n'importe. Lorsque vous exportez plus que vous n'importez, vous avez tendance à engranger des devises dans votre réserve d'échange. Et il y a ce qu'on appelle balance des paiements. On va voir dans une année, pour une là, ce n'est pas le cas de la RDC. Vous dites, lorsque vous exportez plus, vous avez plus de devises. Vous avez plus de devises, alors que nous, en RDC, nous pêchons d'abord parce que, malgré les bonnes intentions, nous connaissons ce que nous appelons une dépendance au secteur minier. Et c'est ça notre faiblesse. Parce que c'est le seul secteur minier qui anime la quasi-totalité. Alors c'est cela. Tout à fait. Oui. Ça anime la quasi-totalité de notre économie. Vous n'avez qu'à voir les chiffres à l'exportation. Plus de 90% de nos exportations sont liées au secteur minier et des hydrocarbures. Or, le défi actuellement, parce nous parlons du temps présent, le défi auquel doit s'atteler l'actuel Premier ministre, c'est vraiment aller vers la diversification. Et dans la diversification, il y a un secteur où la RDC est favori parce que naturellement doué, c'est l'agriculture. Donc, il est temps que nous puissions vraiment, au-delà des slogans, quand on parle de l'agriculture, priorité des priorités, que ce ne soit pas seulement des slogans. L'image que je voudrais donner à ceux qui nous dirigent, c'est de voir le comportement que nous avons eu pendant la lutte contre la Covid. Donc, toutes les institutions, tout le monde s'est levé parce qu'il y avait un ennemi qui s'appelait Covid-19. On a mis les paquets, on a fédéré les intelligences et c'est comme ça que nous avons pu avoir les dessus sur la maladie. Et il est grand temps que dans le domaine agricole, je parle de ça non pas par hasard parce que personne ne va me contredire, vous verrez que toutes les grandes nations qui se sont développées, ce sont ces nations-là qui ont dompté la terre. Il faut apprendre à cultiver parce que, regardez, il y a des psychologues qui ont fait des études. Il y a les triangles de Gresham que nous avons tous étudiés. Prenez un individu, enfermez-le dans un endroit, pendant longtemps, très affamé. Cet individu-là, quand vous lui apportez la plus belle chemise du monde, ça ne l'intéresse pas. La plus belle voiture, ça ne l'intéresse pas. Vous mettez côte à côte, je ne vais pas faire de la publicité, mais une paire de chaussures Weston, Jean-Marie Weston, et puis un groupe du foufou. Parlons du foufou. Il va laisser cette chemise qui coûterait peut-être 100, 200 $. Il va chercher à manger d'abord. Va chercher à manger d'abord. À la pyramide de Maslow, notamment. Exactement. Les besoins physiologiques sont les plus importants. Exactement. Oui. Donc,
Ça voudrait dire c'est la même chose, c'est valable pour un État. Donc pour se développer, il faut d'abord vaincre la faim. Et le Congo, à ce stade, nous sommes encore en train de patauger. Vous vous imaginez, moi ça a été une honte, mais bon, on n'a pas à avoir honte parce qu'il fallait trouver des solutions. Vous voyez par exemple ici au Congo, nous avons la possibilité de cultiver 4 fois le maïs lent. Parce que le cycle de culture de maïs, c'est 3 mois. Mais nous avons vu à une époque, récemment, les autorités congolaises se déplacer et aller vers l'Afrique du Sud, aller chercher des solutions pour le maïs, alors que l'Afrique du Sud ne peut avoir au maximum que 2 cultures lentes. Et là, c'est avec beaucoup d'efforts. Vous imaginez, alors que nous avons les conditions naturelles qui nous sont favorables, depuis, nous n'avons pas encore suffisamment fourni d'efforts pour rendre notre économie viable. Ce n'est que par la viabilité de l'agriculture, parce que le secteur agricole a pour conséquence logique, c'est le développement de l'agro-industrie. Et quand vous développez l'agro-industrie, ce sont des secteurs créateurs de beaucoup d'emplois. Alors, je vais vous... Excusez-moi de vous interrompre, je sais que vous avez beaucoup de matière à faire valoir. Mais quand l'UDPS battait campagne en 2018, l'UDPS a pour slogan « Le peuple d'abord ». C'est le parti du social, c'est même l'ADN de l'UDPS. Comment pensiez-vous ce social si aujourd'hui la monnaie n'a presque plus de valeur chaque année? C'était qu'un slogan ou c'était une politique déjà bien conçue préalablement avant d'accéder au pouvoir? Écoutez, moi en tant qu'expert, quand je viens sur cette tribune-là, c'est pour dire, attention, là il y a un feu orange, faisons de sorte que nous ne passions pas au rouge, mais qu'au contraire nous revenions vers faisons que le feu vert s'allume. C'est comme ça que, sachant que au sein de l'UDPS, le slogan c'est « Le peuple d'abord ». C'est vrai, le chef de l'État a déterminé un cap, il est en train de prendre des mesures, de créer une synergie pour que le social des Congolais puisse être dopé. Mais ça passe, il y a des mesures. On a vu dans le domaine scolaire, on a vu la recherche, il y a eu cette diplomatie économique pour faire venir des investisseurs. Ici, je voudrais insister sur les atouts qui nous sont propres, c'est-à-dire diversifier, parce que l'agriculture ne se développe pas comme ça. Il faut former, il faut des mesures d'accompagnement, il faut encadrer, il faut fédérer, organiser des coopératives à travers les 26 provinces, faire en sorte que nous puissions avoir un développement cohérent. Parce que celui qui cultive le maïs dans la province de la Mongala n'est pas forcément au courant des besoins qui se trouvent au Bazouélé ou à Lualaba. Il faudrait qu'au niveau de la tête, qu'il y ait une politique pensée et réfléchie, et qu'au niveau des provinces, qu'ils prennent le long pour accompagner ce que le président de la République a appelé le développement des 145 territoires, parce qu'on ne peut pas les développer sans le faire accompagner par un développement agricole, et que j'ai dit la conséquence directe, c'est le développement de l'agro-industrie. Lorsque l'économie est dynamique, nous consommons ce que nous pouvons consommer. Et c'est une solution à long terme, non? Parce qu'à court terme, notamment, la monnaie continue de connaître la dévaluation. La Banque centrale du Congo a demandé ou a enjoint aux entités économiques de pouvoir intégrer dans leur TPE, les terminaux de paiement électronique, les francs congolais, dans le but justement d'inciter les gens à utiliser fréquemment le franc congolais. Est-ce une mesure qui peut produire des effets? Non, ça c'est une mesure intéressante parce que ça ramène les acteurs économiques vers l'intéressement au franc congolais. Parce que si les consommateurs et les acteurs économiques qui animent la vie économique au sein de l'espace Congo ne donnent pas de la valeur au franc congolais, cela sera un comportement qui aura tendance à faire en sorte que tout le monde délaisse le franc congolais à la recherche des devises étrangères. Donc, c'est une mesure, dans une certaine mesure, qui va accompagner cette volonté de vouloir stabiliser la monnaie. Il y a, au-delà de cette mesure qui a une portée très faible. Il y a ce qu'on appelle le taux d'échange directeur, par exemple. Ça, c'est très technique, mais la Banque centrale a un mécanisme qui passe par les taux d'échange pour essayer de réguler la quantité de la masse monétaire au sein de l'espace économique
Parce que plus la monnaie est en circulation, s'il n'y a pas de production, s'il n'y a pas le corollaire, c'est-à-dire la production du réel et des services qui suivent la quantité de la masse monétaire qui est en circulation, la conséquence, c'est l'inflation. C'est comme ça que je vous dis, la seule façon de faire en sorte que le franc congolais qui circule, bien sûr, c'est une mesure à moyen et long terme, mais on ne va pas y échapper. Et il y a des petites mesures sur lesquelles il y a la politique fiscale, par exemple. Notamment, c'est-à-dire sur lesquelles, la politique fiscale, quand l'État, à travers sa politique économique, par exemple, il accède à l'allègement de la fiscalité, c'est-à-dire qu'il y ait moins d'impôts, qu'il y ait moins de taxes, c'est une mesure qui a pour tendance à inciter les entreprises à réinjecter l'argent gagné dans l'investissement. Encore faut-il qu'ils puissent suivre la vision des politiques de vouloir relancer l'investissement, parce que lorsqu'il y a investissement, il y a création d'emplois, il y a distribution des revenus, et c'est comme ça que la vie économique est animée. L'investissement, c'est là qu'il y a la création de la richesse. Et toute création de richesse est un élément qui vient en soutien de la valeur monétaire. Mais lorsque vous avez... Pourtant, la tendance mondiale est de pouvoir hausser l'impôt, ou les impôts, ou les taxes notamment. Non, aux États-Unis, c'est grâce aux impôts, aux taxes que le pays vit, à une économie viable. Il ne faudrait pas qu'on dise, il y a une phrase qui dit trop d'impôts tue l'impôt. Oui. Donc l'impôt, ça dépend, parce que les politiques économiques, les politiques des États ne se ressemblent pas. Tout dépend des priorités. Donc chez nous, il est vrai que économiquement, c'est un peu compliqué, mais lorsqu'on veut injecter l'argent dans une économie pour que les unités économiques, c'est-à-dire les entreprises, puissent investir, créer des emplois et créer de la richesse, il y a toujours une corrélation. Ça a tendance, c'est comme ça que vous verrez dans toutes les économies mondiales, il y a toujours une légère inflation. C'est une inflation voulue. Là, ça nous fait penser au tableau de l'économiste qui a eu une théorie qui a fait beaucoup de succès au début des années 30. Mais bon, les noms m'échappent, ça reviendra. Non, pas Smith. Donc, c'est ça. Vous verrez même en France, l'euro, parfois, quand on veut relancer l'économie européenne, l'euro va connaître une légère dépréciation parce que dans des économies qui sont puissantes, une monnaie trop forte, parfois, ce n'est pas intéressant parce que ça peut occasionner la perte de compétitivité des entreprises locales qui exportent. Parce qu'une monnaie trop forte fait que ce que vous produisez localement, lorsque vous l'exportez en dehors des frontières, de l'autre côté, ça a tendance à être trop cher par rapport aux entreprises avec lesquelles vous êtes en concurrence dans ces zones-là. Mais ça, ce n'est pas notre cas. Nous sommes vraiment en train de connaître une forme d'érosion. Il est important que nous puissions mettre en place des outils immédiats, à court terme, à moyen, à long terme, les combiner pour essayer de freiner cette hémorragie, parce que la conséquence d'une perte de vitesse du franc congolais, c'est aussi la perte de pouvoir d'achat des Congolais, et ça risque de créer un effet contre-productif par rapport à notre économie. Et ça, quand ce n'est pas maîtrisé, on débouche vers une récession. Or, l'important ici, c'est vraiment de faire en sorte que le franc congolais soit stabilisé. Et des mesures conjoncturelles, comme vous venez de le dire, des petites mesures d'accompagnement, c'est bien, mais il n'y a pas de magie. La seule magie en économie, c'est de produire. Et la panacée pour vous, c'est l'agriculture? C'est l'agriculture pour moi. En tout cas, on ne peut pas réinventer la roue. Lorsqu'on voit les États-Unis, on voit le Brésil, on voit la France, on voit l'Australie, on voit la Chine, on voit la Russie. Tous ces États-là qui sont parvenus à donner de l'ancrage à leur économie, à donner un élan de développement et à créer un tissu de création de richesses, c'est passé par l'agriculture. Bien entendu, en 10 minutes, on ne peut pas tout dire parce que derrière l'agriculture, il y a la qualité des ressources humaines. Donc, on va encore toucher à la formation. On va toucher à la formation professionnelle. On va toucher au contenu. Qu'est-ce que nous allons mettre dans la formation pour pouvoir atteindre nos objectifs?
On n'a pas aussi parlé, parce que pour soutenir l'agriculture, l'État peut aussi faire appel aux Congolais de l'étranger qui ont aussi une expertise dans ce domaine-là et qui peuvent apporter beaucoup dans notre économie. Donc, c'est difficile ici, en peu de temps, de pouvoir tout expliquer. Donc, nous sommes en train de donner comme ça des pistes, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que pour soutenir notre économie, il faut travailler dans les secteurs tertiaires. C'est vrai que c'est un secteur à forte valeur ajoutée, mais ça demande une expertise pointue, c'est-à-dire aller dans la haute technologie. C'est un domaine qui, pour nous, actuellement... La transition énergétique, notamment, peut pas être une sorte d'aubaine pour nous. Oui. Bien sûr, la transition énergétique, c'est une aubaine pour nous. Oui. Parce que, vous voyez déjà, dans beaucoup de domaines, même là, nous avons la chance, que ce soit dans les domaines de l'environnement, mais aussi dans ce que les sols donnent au Congo pour pouvoir améliorer ce que nous pouvons avoir comme énergie dans des machines qui font fonctionner l'économie du monde. Là-dessus, nous avons une chance. Mais encore faut-il que nous puissions tirer réellement profit de ce que nous allons gagner dans ces matières premières stratégiques et les investir dans des secteurs clés qui pourront, en tout cas, booster notre économie. Parce que sans création de richesses, je vous dis, on ne peut pas le décréter comme ça, parce que j'ai vu un ministre d'économie nommé arriver et dire, bon, non, quitte ça dollar. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de magie, mon cher ami. J'aimerais bien ici dire aux Congolais que... Est-ce que Sylvie Soumina a le profil d'une révolutionnaire capable d'aller à contre-courant, de miser sur l'agriculture Madame Soumina au bout du compte, nous permettre d'avoir une économie diversifiée, oui. C'est une dame qui est compétente. Je crois qu'elle a des capacités. Et si le chef de l'État l'a choisi pour être là, c'est parce qu'il a des capacités. Elle a la chance de provenir du ministère des Plans. Parce que quand on a été ministère des Plans... C'est pas le ministère de l'Agriculture, hein? Non, on a le tableau de bord. On a la vue sur tout ce qui doit être fait au pays à court, à moyen et à long terme. Donc quand elle arrive là, elle a l'avantage d'avoir la maîtrise sur beaucoup de dossiers. Maintenant, à elle de tracer des priorités, comme je suis en train de dire. Si, moi, j'ai fait ici, je mets tout le monde devant un défi en disant que si on ne s'attelle pas à aller titiller les secteurs agricoles, à aller les bousculer dans les 26 provinces. Évidemment, l'agriculture ne va pas se développer seule. J'ai parlé ailleurs dans une autre émission, il faut à côté toucher les infrastructures, développer les transports, amener l'énergie. Mais si nous n'arrivons pas à mettre d'aplomb, à remettre d'aplomb les secteurs agricoles, en tout cas les efforts tout autour, ça va être des effets d'annonce, ça va nous enchanter, mais dans le fond, il sera difficile que notre économie se relève de sa situation actuelle. Alors, Janvier Bonina, pour les quelques minutes qui nous restent, on peut rapidement parler de l'UDPS. Est-ce que ce genre de débats se font aussi dans votre parti politique? On dirait à chaque matinée politique, ce sont des petits extraits des vidéos du secrétaire général qui font la une des médias où on parle des individus. Bon. On essaie un peu de donner, de faire quelques pics. Monsieur le journaliste, vous êtes journaliste. Je crois que quand vous regardez, par exemple, en Afrique du Sud, les débats à l'ANC sur le développement de l'Afrique du Sud, j'ai envie que de dire que j'aimerais que ça se fasse autant chez nous, parce que l'UDPS, ce n'est pas n'importe quel parti politique. Oui. L'UDPS, c'est ce parti-là qui a souffert pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait le bien-être des populations, pour qu'il y ait le développement de la RDC, pour qu'il y ait le leadership de la RDC dans la sous-région, mais aussi au niveau du continent. Et se renfermer dans des guéguerres, dans des positionnements, dans des bagarres entre individus, comme ce qui s'est passé dernièrement. Je veux parler de l'acharnement qu'a eu le secrétaire général Augustin Kabouya sur l'actuel AGA, M. Moulumba, que je connais personnellement. L'AGA de l'ANER. M. Moulumba, le fait que le président de la République l'ait choisi pour animer l'ANR, être la deuxième personnalité de l'ANR, ce n'est pas n'importe quoi. D'abord, il faut savoir faire confiance au chef de l'État. Quand le président de la République fait son choix, ça veut dire en amont, il a réuni tous les éclairages. Mais ici, je n'aime pas trop parler des individus dans des émissions, mais c'est quand même important d'éclairer la lanterne
par rapport à M. Augustin Mulumba. D'abord, il n'a pas atterri à ce poste n'importe comment. C'est un monsieur bien formé. C'est un licencié en droit pénal et criminologie. C'est quelqu'un qui a effectué ses études aux États-Unis. Il a fait les études de comptabilité et de fraude, donc il maîtrise ce secteur. Et c'est un spécialiste en sciences des renseignements. Sans dire qu'actuellement, il est en train de préparer encore un diplôme supérieur sur le droit international, droit pénal international. Et c'est quelqu'un qui a aussi appris l'administration des premiers soins. C'est peut-être ce qui a développé chez lui ses côtés altruistes. Monsieur Augustin Mulumba, ce n'est pas un parachuté. Sa maman fut combattante de l'UDPS. Sa maman était dans la Ligue de femmes de l'UDPS. Cette femme a beaucoup combattu jusqu'à perdre son acuité visuelle à cause de bombes à lacrymogènes, parce que c'était une maman très active. Et elle a su entraîner dans ce combat ses enfants. C'est comme ça que M. Augustin Mulumba a été depuis longtemps un UDPiste. Sa maman a beaucoup fréquenté le papa Étienne. Donc, c'est une famille qui a toujours... Il ne reproche pas alors. Il ne reproche pas encore Augustin Kabouya comme ça, d'après vous. Et je vais vous dire, c'est comme ça que je suis en train de rétablir la vérité, parce qu'entre 20 et 2020, nous avons tous été dans la rue. Monsieur Mulumba, y compris, c'est pour demander à ce que le cabinet de Madame Mabunda soit mis de côté, exiger le départ du cabinet Mabunda. Parce qu'on avait compris que pour le bien-être des Congolais, il fallait remodeler l'Assemblée nationale et mettre des animateurs qui vont accompagner la vision des chefs de l'État. Donc, c'est malvenu de pouvoir dire que M. Mulumba, c'est l'accusé de tous les tares du monde. Donc, c'est un loyaliste vis-à-vis du chef de l'État. Mais je vais vous dire, M. Mulumba a été, depuis 2017, je crois, avocat de la République. Donc, c'est une précision. À l'époque, M. Alexis Tambwe Mwamba était ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, M. Mulumba est venu proposer ses services. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu signature entre la RDC comme client et M. Augustin Mulumba comme chef de cabinet d'avocats. Et ils ont signé sur un document. M. Alexis Tambwe Mwamba signe comme ministre de Justice et M. Augustin Mulumba signe comme avocat conseil. Donc, il n'y a pas d'infraction à cela. Ce n'est pas cet acte qui fait de M. Mulumba un cambouiste. Oui. Il est vu comme un étranger, c'est ça? Voilà, il est vu comme un collabo. Un collabo. Alors que ça n'a rien à voir. Okay. On dit que c'est Alexis Tambwe Mwamba qui a payé les études pour M. Mulumba aux États-Unis. Monsieur le journaliste, je vous informe que M. Mulumba, et ce que j'ai dit ici est vérifiable, il a étudié aux États-Unis à crédit. Et au moment où je vous parle... on n'a pas tort de dire qu'à l'UDPS, c'est plus sur les individus que se font le débat comme ça. Mais c'est pauvre, on n'a pas besoin de ça. La partie la plus intéressante, c'est la partie antérieure. Mais laissez-moi vous dire, non, c'est important là, pour terminer. Oui. En 2 secondes. Il a fait ses études à crédit et jusqu'aujourd'hui, il paye les crédits. Il est en train de payer ses crédits. Et il a beaucoup à dire. Malheureusement, le temps est très court, mais je voudrais ici dire que ce n'est pas important de faire ces genres d'accusations. M. Mulumba n'a jamais été l'avocat de M. Kabound, mais bien au contraire, c'est lui qui était l'avocat de M. Kabound, à l'époque où il était président de l'UDPS, ce maître Mayo, mais qui actuellement est directeur du cabinet de M. Kabouya. Ok. Ah oui, donc ce n'est pas un péché. S'il y a des collaborateurs à trouver, il doit trouver dans son cabinet. M. Mulumba a plutôt été l'avocat de la femme de Kabound. C'est différent. Et je pense que le droit congolais l'autorise, c'est largement suffisant. Merci, donc, Janvier Bonina. On est en train de jeter les pierres sur un innocent. Un discrédit en tout cas. Merci d'être passé encore une fois, Janvier Bonina. Je suis à votre disposition, surtout lorsqu'il y aura des émissions à caractère scientifique économique qui vont éclairer, parce que nous avons besoin de mettre sur la place publique des instruments de compréhension et d'analyse pour éclairer nos dirigeants. Merci, on va rester ensemble. Cette fois, c'est encore un autre sujet d'actualité, cette convocation lancée par Jacquemain Chabani à l'endroit du gouverneur du Haut-Katanga ainsi que celui de Kinshasa, Daniel Bumba, qui sont convoqués ici dans la capitale. On en parle avec Trésor.
un juriste. A prévenir Osali, 20 ans, à Sambakati. Dernièrement, tout le monde a Kalamou Awa, on te condamné à 6 mois, mais avait dit 10 ans. Avant, on a piqué Chris Awa à Kangami. C'est-à-dire, tant aussi pouvoir revoir cas et justice à Congo, ils appellent la bien dit. Parce que souffrir, innocent, ça est béni. Vagabondage, mais il fait peiner ces délits. Nous sommes non à Batiki, en tout cas. En cas de viol, les arts, innocents, mais condamné 7 ans, 10 ans, 20 ans. Combien de mesures changement est ça. Nassure que dans le peuple, changement est pour ça.